L'agriculture africaine au défi de la transformation structurelle. Seconde partie de ce numéro de votre émission Planète Idéale avec Monsieur Lambert Nayante. Monsieur Nayante, quelles sont, pour parler de la mécanisation, les étapes à suivre pour une embellie du secteur? Effectivement, pour une embellie du secteur, il faut vraiment que le choix sur les machines agricoles soit plus pointueux. Nous n'allons pas accepter que n'importe qui vienne mettre à notre disposition des machines agricoles qui ne sont pas adaptées à nos réalités, qui vont contribuer à appauvrir la population encore plus ou appauvrir les utilisateurs et à les faire endetter. C'est pourquoi le choix est très important. Quand vous parlez de nos réalités, qu'est-ce qui caractérise le sol agricole africain? Nous avons différents types de sols agricoles. Il y a des sols semi-rocailleuses, sablonneuses, même argileuses. Et vous voyez, il y a le sable, mais en bas, il y a de l'argile. Et les tracteurs à utiliser doivent être des tracteurs qui sont adaptés à ces utilisations, à ces types de sols. Aussi, vous voyez des sols qui sont mal dessouchés. Ça, c'est le danger de la mécanisation. Quand vous voyez le sol agricole mal dessouché, mal aménagé, il y a des souches d'arbres que le conducteur, l'opérateur ne voit pas. Et que le tracteur de faible puissance que nous avions d'habitude n'arrive pas à arracher et ça crée des dégâts. Vous allez voir des tracteurs qui sont garés par manque de pièces de rechange parce que c'est une roue qui est crevée, c'est l'axe qui est cassé à cause d'une mauvaise utilisation, ainsi de suite, ou des tracteurs qui patinent selon le type de sol. Donc voilà, que c'est à 2 roues motrices ou bien à 4 roues motrices, ça dépend de la force de traction que le tracteur utilise pour pouvoir aménager, pour pouvoir labourer ce sol. Donc, c'est très important de faire ce choix-là. Et surtout, pour faire une mécanisation, il faut un aménagement propre. Vous ne pouvez pas se lever et amener des tracteurs parce que celui-là a ce nom, l'autre ce nom et qu'on sort. Et surtout, s'assurer des pièces de rechange. Il suffit qu'un seul boulon se détache et vous allez voir le tracteur garé et pendant des mois et des mois. Donc voilà ce que moi je suis en train de dire. Et puis surtout l'aménagement. Vous voulez mécaniser, aménager proprement. Nos exploitations agricoles sont très minimes. Vous voyez des gens de 1 hectare, un demi-hectare. C'est pourquoi nous, dans l'aménagement des terres avec nos machines, nos dessoucheuses, qui sont les premières dessoucheuses avec les normes ISO pour l'environnement, ne vont pas sur un champ de moins de 5 hectares. Parce qu'en dessous de ça, ce n'est pas rentable. Donc, nous allons aménager proprement pour des gens qui ont au moins 5 hectares. Et le coût, il faut le supporter parce que vous aménagez pour la vie. Quand nous aménageons, vous n'allez pas revenir demain pour dire que vous voulez aménager. Donc voilà, il y a des types d'aménagement qu'il faut faire. Et maintenant, mettre la mécanisation, le tracteur et les autres impléments, les moissonneuses batteuses. Comment vous voulez faire circuler une moissonneuse télématique s'il y a des arbres un peu partout? C'est pas possible. Donc, c'est des choses qu'il faut mettre à la disposition. Nous parlons toujours des tracteurs, mais il y a les moissonneuses batteuses aussi. Ça, le grand danger, c'est qu'après la production, comment moissonner? Vous cherchez des jeunes pour moissonner, vous ne les trouvez pas. Et pour égrener, vous ne les trouvez pas. Donc, c'est une mécanisation. Je pense qu'il faut vraiment, comme je le dis, un cadre de concertation où tout le monde se regroupe dans les régions pour pouvoir mettre l'accent sur les besoins réels de la mécanisation agricole dans nos régions et par mesure essayer de regrouper les producteurs agricoles. Parce que quand vous donnez un tracteur, vous mettez un tracteur à la disposition, il va faire 1 hectare, aller à 2 km, 3 km, faire un autre hectare, revenir. Le coût du carburant, ce sont des carburants pour la mécanisation doivent être subventionnés. Le carburant qui va dans le tracteur ne peut pas être utilisé pour les camions. Donc, ce sont des carburants colorés qui permettent quand même aux paysans, au lieu d'aller acheter le diesel à 700 francs, peut l'acheter à 450 francs. Ce sont des diesels spécialement conçus pour les tracteurs. Vous pouvez mettre l'autre diesel aussi, mais pour appuyer à la mécanisation, il faut subventionner ces carburants-là. Pour ne pas que les gens détournent, au lieu d'aller mettre
dans le tracteur, il va les mettre dans les camions. Donc, alors, au Togo, le gouvernement a appelé récemment à la mobilisation des jeunes pour la constitution en entreprise de prestation de services agricoles mécanisés. Quelle appréciation avez-vous de cette initiative? Vous savez, l'État a le droit d'initier des projets, mais c'est des projets qui sont initiés sans concertation avec les acteurs du secteur. Nous, je vous dis, nous sommes dans le secteur il y a longtemps. Je n'ai jamais appris ou bien été invité pour de tels genres de concertation. Nous lisons seulement que dans les journaux. Et nous travaillons avec les jeunes agricoles, nous travaillons avec des coopératives, des tractoristes. Moi, je pense que dans cette idée, l'État veut moderniser la mécanisation, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. Il faut que je sois direct avec vous. Parce que ce que je suis en train de dire, ne faites pas de l'agriculture qui le veut. C'est une histoire de passion. Il faut que les gens aient la passion, que les gens acceptent de se salir. Parce que l'agriculture, c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis en veste, d'habitude je suis sale dans le champ. Donc, c'est une affaire de passion. Les jeunes vont se jeter sur ce projet parce qu'ils ont des projets à réaliser. Ce n'est pas leur projet agricole. C'est parce qu'ils ont une situation à gérer. Et ils vont le faire parce que... Et ils vont s'endetter après. Moi, ce n'est pas pour décourager les gens, mais ceux qui vont le faire, il faut qu'ils aient la passion de l'agriculture pour aller. Et on dit aux directeurs régionaux, est-ce qu'ils sont outillés pour créer... Moi, j'ai fait la chambre de commerce. J'ai été au bureau exécutif de la chambre de commerce. Je sais comment créer une structure. Quels sont les éléments qu'il faut utiliser. Quand on rassemble les jeunes, on les crée des sociétés de prestation de services agricoles. On les donne des tracteurs qu'ils doivent payer pendant 6 ans. Alors que notre agriculture est purement pluviale. Combien de temps utilisera-t-il ces tracteurs pour pouvoir revenir et pouvoir payer ça en 6 ans? C'est ça le truc. C'est un bon projet, mais nous avons des IFAD, j'ai eu à le dire. Plutôt créer des IFAD et que ceux qui sortiront de ces IFAD pourront bénéficier de cette mécanisation-là. Parce qu'ils ont appris. Parce que à quoi sert de créer des centres de formation si on peut regrouper les jeunes et leur créer et leur donner... Ces centres de formation qui sont créés sur la base de financement de l'État peuvent absorber ces jeunes. Vous voulez avoir des tracteurs? Allez vous faire former pendant... dans toutes les régions, allez vous faire former pendant 8 mois. Au lieu de 2 ans qu'on fait 8 mois. Et à la sortie, vous avez un compte, on vous dit là où vous pouvez aller, quel champ vous devez aller labourer, comment ça se fait. Voilà ce qu'il faut faire. La formation, le passage est obligé. Obligé. La formation est obligée. Créer une société sur le tas, comme ça, ne va pas résoudre nos problèmes de la mécanisation agricole. Monsieur Nayante, vous suivez avec attention la crise agricole qui secoue actuellement la France. Là-bas, on parle de réglementation. Quel enseignement pouvez-vous en tirer? Aujourd'hui, c'est vraiment dommage. Il a fallu la crise de Covid pour voir les limites de l'agriculture aussi européenne. Vous savez, la France est la première puissance agricole de l'Europe. Dans le cadre de la politique agricole commune, la France bénéficie chaque année de plus de 9 milliards de subventions d'euros pour ses agriculteurs. Et d'abord, ces agriculteurs qui, de jour en jour, mettent fin à leur vie parce qu'ils sont surendettés. Chaque agriculteur, au moins chaque agriculteur en France a un tracteur. Et on estime que les petits producteurs agricoles sont en train de disparaître au profit des grandes exploitations agricoles, parce que c'est normal. Le coût de la main-d'œuvre en France est très élevé. Le coût de la main-d'œuvre agricole. Et les pays, la Roumanie, la Bulgarie, et ce pays, le coût de main-d'œuvre est 4 fois moins cher. Et les Français se sont habitués à acheter moins cher. Qu'est-ce qui s'est passé? La production de ces pays, à cause de l'ouverture du marché, rentre dans l'Union européenne et en France, fait que les producteurs français n'arrivent plus à écouler leurs produits à cause de leur coût de production qui est très élevé. Donc ça fait que ça
commencer par donner des idées aux agriculteurs. Et puis l'agriculture conventionnelle, le mode de vie des Européens est en train de changer. Les gens ont commencé par questionner ces producteurs agricoles qui surexploitent les terres, qui utilisent des tracteurs, des pesticides et tout. Et ils refusent de consommer le conventionnel et se retournent vers la production biologique qui est plus produite dans les petits pays à cause de la diminution et les sociétés agroalimentaires qui se sont installées, qui sont en France, préfèrent prendre des autres pays, ce qui fait que l'agriculture n'a plus d'avenir. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui en France, ayant subventionné beaucoup, assez l'agriculture, on trouve le revers de la médaille et voilà ce Et pour revenir sur le continent africain, l'agriculture en Afrique doit faire face aussi aux effets des changements climatiques. Comment intégrer cette nouvelle donne à ce modèle de développement agricole auquel vous rêvez? Et le dérèglement climatique joue un grand rôle dans la production agricole aujourd'hui. On estime à près de 8% la perte de terres agricoles d'ici 2100. Ça veut dire les inondations, le déplacement des gens à cause de ces... Parce que les vagues, les épisodiques des pluies ne sont plus respectés. C'est pourquoi nous plaidons à réorganiser la production de contre-saison et s'adapter aussi à cette donne climatique, parce qu'il y a des cultures que nous pouvons faire avec la culture irriguée, ne pas attendre que la saison pluvieuse, qui maintenant est déréglée, arrive pour pouvoir détruire les champs. Donc moi je pense sincèrement qu'il faut une poussée, disons, une révolution de nos systèmes agricoles à produire plus en contre-saison que d'attendre les saisons pluvieuses qui ne nous respectent plus et qui viennent quand ils veulent et puis qui détruisent beaucoup de champs et créent des dégâts énormes. Alors vous êtes en train de dire qu'on ne peut plus continuer par produire au gré des humeurs de Dame Nature, et d'où il faut la maîtrise de l'eau. Il faut la maîtrise de l'eau. Il y a plusieurs manières de maîtriser l'eau. Plusieurs manières. Les technologies sont là. On peut, pendant les saisons pluvieuses, faire l'enfouissement de l'eau. En attendant les cultures de contaison, le faire revenir, ainsi de suite. Il y a plusieurs technologies aujourd'hui. Donc la maîtrise de l'eau doit être le pilier de la nouvelle donne de la mécanisation et de l'agriculture moderne. Donc nous sillonnons nos pays. Vous voyez, récemment, j'étais parti au Niger pour aller visiter les producteurs d'oignons, parce que pour nos expertises, puisque c'est pour beaucoup de la production se gâte, faute de la conservation et de la transformation. Ce sont des cultures de contre-saison, des hectares sur des hectares. Dans un pays sahélien. Qui fait 25 fois le Togo fait 25 fois, on doit mettre le Togo 25 fois dans le Niger. Donc, dans un pays sahélien où on produit des oignons de courte saison, nous n'avons pas... Il faut que nous activons ces politiques, activation de la production contre saison et de la production maraîchère et l'activation aussi de systèmes d'irrigation sur toute l'étendue du territoire. Pourquoi pas? Concrètement, que produire dans une agriculture irriguée? Dans une agriculture irriguée, vous pouvez tout produire. Vous voyez, quand vous sillonnez l'Europe, que des champs de maïs sont irrigués. Des champs de canne à sucre ou bien d'ananas et tout ça là sont irrigués. Moi, j'étais une fois au Costa Rica que j'ai vu ce petit pays qui a irrigué les champs d'ananas. Et un petit pays qui fait la taille de 48 000 km² est le premier producteur mondial des ananas. 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires net qui rentrent dans la caisse de l'État par l'irrigation. Nous avons l'eau, on peut le faire. Donc on peut tout produire en culture irriguée. On n'a pas un choix à faire et qu'on sort. Donc il faut changer nos habitudes agricoles et aussi sur quoi changer nos habitudes alimentaires.
Donc, voilà. Alors, dans cette dynamique de maîtrise de l'eau, comment vous voyez la responsabilité de l'État? Est-ce que c'est le pouvoir public qui doit construire des barrages, des forages pour les agriculteurs, ou comment cela va se faire? Pour développer, pour améliorer le système agricole, vous n'allez pas demander à un promoteur privé d'aller mettre des barrages au profit des petits producteurs. Ça, ce sont des plans de longue durée que l'État doit faire et faire des arbres. Nous aménageons déjà. Il y a des arbres qui sont créés un peu partout. Au profit de ces arbres, il faut surtout les infrastructures. Vous allez voir qu'il y a des arbres, mais l'accès à ces arbres n'est pas garanti. Donc, il faut des infrastructures et puis mettre des barrages au profit de ces arbres pour permettre aux gens de ne pas seulement attendre la pluie, mais de produire en contre-saison. Moi, je pense que ce sont les pouvoirs publics qui doivent mettre sur pied la modernisation de cette agriculture sur le territoire. Monsieur Nayante, vous êtes un acteur majeur du secteur agricole dans votre pays, le Togo, pour la saison agricole qui s'ouvre. Quelles en sont vos attentes? Moi, je pense que nous devons tous devenir acteurs du monde agricole que nous souhaiterons voir demain. Et nous le sommes déjà. C'est-à-dire mettre à la disposition des producteurs agricoles ou tenter les besoins. Les besoins, que ce soit en intrant agricole, par une subvention en bon père de famille. Parce que l'État seul ne pourra le faire. Il faut que nous soyons ensemble pour devenir cet acteur du monde agricole de demain. C'est ce que moi je souhaite à nos paysans pour cette campagne 2024. Alors, quand vous parlez de subventions en bon père de famille, vous insistez là-dessus. Quelle est la meilleure qu'il faut pour les acteurs agricoles de votre pays? Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que il y a des acteurs agricoles qui sont sur la plateforme. Quand on veut parler de subventions, il faut que ça jaillisse comme un jet d'eau. Tous les acteurs doivent profiter de ces subventions. Sinon, vous détruisez un maillon de l'agriculture. Vous détruisez les gens qui ont eu la passion, qui ont eu des investissements énormes pour cette agriculture, et vous croyez faire ça seul. Non, l'agriculture, c'est l'apanage de tout un peuple. Donc, si ce que vous produisez n'est pas bon et que moi je mange, je tombe malade, c'est l'État qui va dépenser l'argent, c'est les institutions publiques et tout ça là. Donc, il faut que les subventions prennent en compte tout le maillon. Si on continue comme ça, on s'enfonce dans le gouffre. Et je ne pense pas que c'est ça qui va changer l'agriculture togolaise. Et c'est l'appel de Lambert Nayante, promoteur et expert agricole, PDG du groupe Kalafi Agro-Industrie. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Planète Idéale.